Et aujourd'hui, donc, on va avoir deux projets. Donc, le projet, notamment concernant la stabilité des sols dunaires, qui est présenté donc par Rana Al-Nemer, et également donc le projet de Gravimob sur la gravimétrie qui est présenté par Marcia Maya. Et donc, je tenais donc à les remercier pour leur intervention lors de ce webinaire. Voilà, ben écoutez, je vais laisser la parole en fait à Rana pour donc la présentation du projet Tessine. Merci Yves. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Rana Alnemer et je veux vous présenter notre projet TCIN qui porte sur l'investigation de la stabilité des sols dunaires sous chargements environnementaux par corrélation d'images numériques. L'équipe de ce projet est composée de Julien Rétoré, directeur de recherche, Giulio Chiara, professeur des universités, et moi-même, postdoctorante à l'Institut de recherche en génie civil et mécanique à l'École centrale de Nantes. Ce projet a débuté le 1er mai 2023 et il arrivera à son terme le 30 avril 2024. Il a reçu un financement de 25 000 euros de la part de Carnot Merce. Revenons à l'intitulé du projet. Pour vous introduire le contexte concerné, les sols dunaires auxquels nous sommes intéressés sont les sols qui sont présents le long des côtes ou littoraux à proximité de la mer. Et cette carte qui représente le littoral est de la Corse vous montre la composition principale des sols d'un littoral et qui est principalement du sable fin à sable grossier. Ces sols dunaires sont soumis à différents chargements environnementaux tels que la houle, les courants, le vent, les marées, les précipitations intenses et les tempêtes et inondations qui deviennent de plus en plus fréquents à cause du changement climatique. Et par conséquence, les dégâts sont l'érosion qui est estimée autour de 1 mètre par an et l'effondrement. Ces trois images vous montrent l'ampleur des dégâts générés par ces chargements environnementaux. Par exemple, ici à gauche, il y a l'érosion de la dune du Pilat après une tempête, également l'érosion de la côte californienne qui menace la stabilité des constructions et finalement l'effondrement de la dune sur le site d'Île-Dieu. Pour cela, les objectifs de ce projet étaient d'étudier la stabilité de ces sols dunaires vis-à-vis les chargements hydromécaniques à l'échelle du laboratoire et deuxièmement, identifier les précurseurs de ces instabilités. Les verrous de ce projet, tels définis dans le fiche de projet, sont les suivants. Un, c'est le développement de méthodes de corrélation d'images numériques adaptées à la caractérisation des processus de percolation hétérogènes dans les matériaux granulaires, sujets à des cycles d'imbibition et des déformations induites par ces écoulements. Et deuxièmement, l'optimisation du fonctionnement de l'appareil expérimental BIAX. En ce qui concerne les résultats attendus, un, c'est la réalisation d'une campagne d'essai basée sur l'utilisation de BIAX et de ses systèmes de mesure, puis l'adéquation des méthodes de corrélation d'images numériques implémentées dans UFRACLS, le logiciel de corrélation d'images, au cas d'un matériau granulaire soumis par un écoulement biphasique pendant le processus de déformation, et finalement la conception de scripts pour la quantification de la distribution du degré de saturation, de l'air interfacial et de la rugosité de l'interface entre les deux phases fluides. Maintenant, pour vous montrer l'avancement de ce projet, je vous propose le plan suivant. Tout d'abord, je commence par introduire un peu de l'état de l'art. Ensuite, notre dispositif expérimental BIAX et les essais de drainage. Et je termine par l'analyse par corrélation d'images numériques. Parmi la liste de chargements que je vous ai montré, si je prends, ou plutôt je veux me concentrer sur les cycles de marée. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant les cycles de marée et quels sont les phénomènes qui se manifestent? Pendant la marée haute, il s'agit de l'imbibition. Donc, c'est l'eau de mer qui va venir déplacer l'air dans les pores du sable. Au contraire, pendant la marée basse, il s'agit du phénomène du drainage. C'est l'air qui va déplacer l'eau de mer dans les pores de sable. Et c'est dans ce deuxième phénomène que nous sommes intéressés. Pendant un drainage,
Un écoulement biphasique peut être soit stable, soit instable en fonction de plusieurs paramètres. Ce diagramme de phase que je vous montre ici, qui a été adapté de celui donné par Lenormand dans les années 90, classifie les patterns des écoulements biphasiques en trois régimes, en deux régimes, soit stable, soit instable. Et parmi les régimes instables, deux ont été identifiés, le régime de digitation visqueuse et le régime de digitation capillaire. Ces trois régimes sont classés en fonction de deux nombres non dimensionnels, le nombre de capillaires CA et le rapport de viscosité M. Le rapport de viscosité M, ce n'est que le rapport entre la viscosité de fluide en défense et la viscosité de fluide injecté. Et de l'autre part, le nombre de capillaires, c'est le rapport entre les forces visqueuses et les forces capillaires, traduit par cette équation. Le produit entre la vitesse du fluide injecté par sa viscosité est divisé par la surface de tension. Pour faire une application dans notre cas, donc en prendre en considération le couple de fluides eau de mer et air et tenant compte que la viscosité de l'eau de mer peut varier en fonction de la température, la salinité et la pression, et donc son intervalle varie entre 1,02 à 2,10-3 pascal seconde, le logarithme du rapport de viscosité M sera entre 1,75 à 2 et donc, on aura cette bande qui tombe dans les régimes instables de digitation visqueuse ou capillaire. Et donc, pour cela, je veux vous montrer dans la suite comment on est capable de reproduire ces infiltrations à l'échelle du laboratoire et ensuite comment ça va influencer la structure de sable ou la squelette de sable. Alors, je vous ramène à l'intérieur de la cabine où le dispositif expérimental est présent. La partie principale, il s'agit de la machine biaxiale équipée d'un système optique de part et d'autre avec un système d'éclairage, le tout posé sur une table optique et il y a également un PC d'acquisition d'images pour enregistrer les infiltrations de l'écoulement biphasique. Un peu plus de détails sur notre dispositif expérimental. Ici à gauche, c'est notre cellule et juste en dessous de la fenêtre frontale, on voit les quatre éléments principaux qui constituent cette cellule. Tout d'abord, on a la pierre poreuse en bas et une autre pierre poreuse en haut pour garantir une distribution homogène des fluides. Et ensuite, on a deux blocs de membrane à gauche et à droite qui vont jouer un rôle pour le confinement de l'échantillon. Et finalement, il y a les fenêtres en saphir sur la partie frontale et au dos de l'échantillon. Cet échantillon fait 5 cm de hauteur, 4 cm de largeur et une épaisseur de 1,1 cm. Et comme vous le voyez, il s'agit de sable. On a pris le sable de Fontainebleau qui a un diamètre moyen de 210 micromètres et qui a été préparé par un système de pluviation conçu spécialement pour s'adapter à cette géométrie et qui subit actuellement une demande de brevet. Ensuite, cette cellule sera fixée à l'intérieur de la chambre de confinement qui, elle aussi, est caractérisée par deux fenêtres transparentes de part et d'autre de l'échantillon pour garantir l'accès à cet échantillon. Et finalement, une vue un peu plus large pour vous montrer notre dispositif optique qui est constitué d'une caméra de 50 mégapixels équipée avec un objectif télécentrique de grossissement 0,75. On filme par la suite alors notre infiltration avec une résolution spatiale de 6,1 micromètres par pixel et le champ de vision de 36,6 par 48,2 mm² suffisant pour capter la totalité de la surface de notre échantillon. Et finalement, la fréquence d'acquisition est de 30 Hz. Là, je passe aux essais de drainage. Comment donc on a réussi à reproduire ces infiltrations localisées? Tout d'abord, il s'agit d'une saturation des membranes. Les membranes latérales par de l'huile. Ensuite, on applique une pression de confinement, une légère pression de confinement autour de 50 kPa. Puis, on procède à la saturation de l'échantillon avec de l'eau distillée. Ensuite, on passe à l'approche de Scampton. C'est une approche qui va nous permettre d'améliorer la saturation et finalement, on passe à l'injection centrale du gaz. Donc, on connecte la base de l'échantillon à une source de gaz et
on déclenche cette injection par un contrôle de pression. Donc, pour vous montrer les observations qu'on a eues, par exemple ici, c'est une vidéo qui filme l'infiltration de l'air dans un sable saturé par de l'eau distillée et qu'on a obtenu pour une pression capillaire de 30 kPa. Donc, c'est une pression qui décrit la différence entre la pression du gaz qu'on injecte et la pression du lot qui est en place. Et aussi sous une contrainte, sous un chargement mécanique décrit par la contrainte effective sigma prime, qui est de l'ordre de 120 kPa. Donc, c'est la contrainte qui est appliquée sur les grains de sable. D'autre part, un autre essai qui garde la même pression capillaire de 30 kPa, mais avec un chargement mécanique plus faible de 40 kPa, on voit ces deux infiltrations localisées de l'air dans le sable saturé en eau. Et pour localiser ces deux essais dans le diagramme de phase que je vous ai montré précédemment, ces deux essais avec ce petit carreau en bleu marine tombent presque dans la bande qui caractérise le couple eau de mer et air. Et donc la question maintenant à laquelle je veux répondre, c'est est-ce que ces infiltrations localisées vont menacer la stabilité du milieu? Pour répondre à cette question, je vais vous introduire tout d'abord à la méthode de corrélation d'images numériques qu'on a utilisée pour la quantification des déformations. Là, le principe de la corrélation d'images numériques à base d'éléments finis est basé sur la conservation de niveau de gris entre une image de référence F et une image déformée G, et qui est traduite par cette équation f de x égale g de x plus u de x. Donc, F, c'est le niveau de gris de l'image de référence, G, c'est le niveau de gris de l'image déformée, et U, c'est le déplacement qu'on cherche. Et cette équation veut dire qu'un niveau de gris à n'importe quel point X de l'image de référence, on va le retrouver à une position X plus U dans l'image déformée G. Sauf que, comme vous le voyez, on n'a pas une conservation de niveau de gris entre l'image de référence et l'image déformée grâce non seulement au mouvement de grain, mais aussi à l'infiltration de gaz. Et donc, pour éliminer ou réduire le plus possible ce changement de niveau de gris, on adopte une correction du niveau de gris local, élément par élément. Et donc, on vient corriger le niveau de gris dans les éléments de l'image déformée et on appelle ce nouveau niveau de gris corrigé G tilde. Donc, tout ce qui est tilde, c'est pour indiquer qu'il y a une correction de niveau de gris. Et ce nouveau niveau de gris G tilde est obtenu à partir de cette équation où le paramètre C et B vont nous permettre de corriger respectivement le contraste et la brillance. Et finalement, la corrélation d'image numérique est appliquée en se basant sur cette équation f de x égale G tilde x plus u tilde. Un exemple pour vous montrer l'output de la corrélation d'image numérique en termes de carte de déplacement. Là, je regarde un extrait proche de deux grains de sable qui sont en contact l'un avec l'autre dans un état de référence, donc lorsque l'échantillon était toujours saturé avec de l'eau. Et puis, une fois qu'on a injecté de l'air, on voit que ces deux grains de sable sont écartés l'un de l'autre et on a calculé avec la CIN les champs de vecteurs de déplacement. Là, je passe au cas de déformation volumétrique aussi qu'on obtient à partir de la CIN pendant le drainage. Donc ça, ce sont les cas pour le doigt qu'on a obtenu pendant le test 1, soit un chargement mécanique de 120 kPa. Et les déformations volumétriques positives en couleur rouge indiquent la dilatation du milieu et ceux en bleu indiquent la compactation du milieu. Ceci, on l'a fait également pour les deux doigts obtenus pendant le test 2, donc pour un chargement mécanique un peu plus faible de 40 kPa. Ça, ici sont les cartes pour le doigt à gauche et là, les cartes pour les doigts à droite. Et on peut remarquer que l'écoulement biphasique a induit des déformations localisées. Et également, on a une apparition simultanée de clusters de déformations volumétriques positifs et négatifs. Et l'amplitude de ces déformations mesurées dépasse les erreurs quantifiées dues à la stabilité de la caméra et le changement de contraste.
Également, si je fais la moyenne de ces déformations volumétriques en fonction du temps, donc dans les zones qui ont été envahies, pour les deux essais, on voit que cette déformation volumétrique, elle est positive, indiquant la dilatation du milieu, et que cette déformation volumétrique, elle est plus importante dans le test 1 que dans le test 2. Et donc, on pourra conclure que plus la contrainte effective initiale appliquée est élevée, plus la valeur positive de la déformation volumétrique associée à l'interface fluide-fluide sera pertinente. Ces résultats corroborent parfaitement avec les résultats de la littérature. Ici, je vous montre un extrait euh, de l'étude de González Blanco où deux chargements mécaniques ont été étudiés euh, et représentés par ce paramètre P. Et on voit bien que la déformation axiale, qui est ici négative mais qui indique la dilatation, est plus importante lorsque la contrainte ou le chargement mécanique appliqué est plus élevé. Puis je passe à une comparaison de ces quarts de déformation volumétrique obtenus lorsque le gaz traverse la totalité de la hauteur de l'échantillon. Et on voit bien que la distribution est plus dense dans le doigt du test 1, donc lorsque la contrainte mécanique est plus élevée, et une distribution moins dense dans la paire de doigts du test 2. Et donc, plus la contrainte effective initiale est élevée, plus la déformation sera dense. Et pour conclure, les infiltrations qu'on a observées pendant le séchage, donc pendant une marée basse, suivent des chemins préférentiels qu'on appelle digitation. Et ces digitations génèrent des déformations localisées à l'intérieur de l'échantillon. Donc, par exemple, à l'intérieur de la dune, à différents endroits de cette dune, réduisant sa résistance au fur et à mesure des cycles de marée et par la suite menaçant la stabilité de la dune. Et finalement, on a vu aussi une paramétrisation de la contrainte effective. Et donc, lorsque cette contrainte effective augmente, ça induit des déformations plus importantes. Et cela peut être traduit, par exemple, lorsqu'on on voit de plus en plus profondément dans la hauteur de la dune. Ces instabilités, ces écoulements biphasiques instables vont générer des déformations plus importantes et donc des dégâts plus importants dans les endroits les plus critiques de la dune, et donc ce qui va risquer sa stabilité et générer son effondrement. En perspective, on va effectuer des essais de drainage ou d'imbibition par un contrôle en débit. On va utiliser du sable provenant des sites littoraux. Et finalement, on peut investiguer aussi le phénomène d'imbibition parce que également, comme le phénomène de drainage, l'imbibition peut présenter des écoulements instables et par la suite étudier les mécanismes d'effondrement tels que la rupture des ponts capillaires. Les voies de valorisation de ce travail seront le dépôt de brevets dont j'ai parlé sur le système de pluviation utilisé pour la préparation d'échantillons et également un dépôt de projet de région dans les prochains appels à projets. Je vous remercie pour vos attentions et si vous avez des questions, je suis prête à répondre. Merci. Merci beaucoup, Rana. Donc, on va passer aux questions. Merci Rana pour cette présentation. J'ai une question. Peut-on facilement corréler les résultats des expérimentations réalisées en laboratoire avec les observations sur le terrain? Effectivement, je dirais plutôt oui, parce que si on prend par exemple un échantillon de sable à partir d'un site dunaire et si on effectue des essais de drainage en contrôlant le débit plutôt que contrôler la pression, et ceci va être bientôt fait au laboratoire, on pourra corréler parfaitement nos résultats avec la réalité. Merci pour cette réponse. Merci à vous. Il y a Son Nguyen qui a levé la main. Je ne sais Oui. pas si... Est-ce que vous m'entendez? Oui. En fait, j'ai une petite question, c'est que si je me trompe pas, tu as mentionné que si la contrainte de confinement est plus grande, tu as plus de dilatation. C'est ça? Oui.
Oui, c'est vrai. Et en fait, je me demande comment c'est possible, parce que quand on fait un essai triaxial sur le sable, et plus on confine l'échantillon, plus on a la contraction, mais moins dilatation. Et comment tu peux expliquer que plus tu confines ton échantillon, plus tu as la dilatation? OK. Je ne sais pas de quel essai triaxial vous êtes en train de parler, mais on parle des essais triaxiaux dans un milieu partiellement saturé. Donc, cette dilatation a été générée par l'infiltration instable du sable. Et pour vous expliquer ça, en fait, vu qu'il y a la porosité entre les grains, elle a été diminuée grâce à cette contrainte effective. Donc, lorsque le gaz est injecté, il va avoir plus de difficultés de traverser cet échantillon. Et donc, pour le traverser, il va écarter ses grains. Et donc, on va mesurer cette déformation qui est plus importante. Alors que si la contrainte effective était plus faible, donc on part d'un réarrangement granulaire qui est plus écarté. Et donc, lorsque le gaz va se percoler, il ne va pas générer assez de déformation. D'accord, ok, je vois. Donc, en fait, c'est la contrainte de confinement qui affecte la densité du sable avant l'essai. Exactement. Ok, je vois bien. Merci. De rien. Marcia? Marcia. Oui, j'ai une question qui est totalement naïve, donc je m'excuse par avance. Est-ce que quand on est sur le littoral, l'eau est salée, est-ce que la présence de sel change le comportement et un paramètre à prendre en considération ou ça va se comporter de la même manière que l'eau douce? Effectivement, on a fait des essais avec de l'eau distillée et je dirais plutôt qu'il n'y aura pas d'effet de la salinité sur la percolation parce que les grains de sable qu'on utilise sont inertes aux réactions chimiques. Je ne sais pas si c'est ce point-là que... Oui, Oui, merci. merci à vous. D'autres questions? Oui. Moi, j'en ai une en tout cas. Je voulais savoir si c'était envisageable d'instrumenter notamment les sols dunaires pour prédire, on va dire, les risques d'instabilité. Euh, Effectivement, un monitorage de la niveau de la nappe à travers des méthodes de tomographie électrique peut être envisagé. Et ceci a déjà débuté sur plusieurs sites sur l'île Dieu dans le cadre du projet Audacieux piloté par Elsa Cariou, une chercheuse à l'Université de Nantes. D'accord. Merci. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe sur le projet de gravimétrie mobile sous-marine, Ok, le j'arrête le projet partage. Gravimob, donc présenté par Marcia Maya. Et Merci encore, en tout cas, Rana. Bah, merci à tous. alors, les diapos. Voilà, vous voyez bien l'écran en mode présentation. Très bien. OK. Donc voilà. Donc merci pour l'invitation de présenter Gravimob. Alors c'est un projet donc le nom le dit bien de développer un capteur pour mesurer l'accélération du champ de pesanteur et qui puisse être utilisé par un AUV, un véhicule donc sous-marin mobile. Et c'est une chose qui n'est pas facile, qui n'est pas simple à faire euh, par le fait que les gravimètres sont souvent, enfin les gravimètres sont sensibles en fait à l'orientation. Et quand on est sur un mobile, on mesure toutes les accélérations, c'est-à-dire l'accélération de la pesanteur plus les accélérations du mobile. Donc, c'est quelque chose qui est pas simple à développer. Et de ce fait, c'est un projet qui est effectivement déjà assez ancien. Et donc, j'ai pris j'ai fait le choix de présenter assez rapidement
tout l'historique de ce projet. Vous allez voir qu'on a commencé il y a vraiment longtemps et que là, on est presque à aboutir, mais pas encore tout à fait. Donc, en termes de contexte, donc l'idée, comme je disais, c'est vraiment de pouvoir développer quelque chose qui puisse être porté par un AUV. Donc, il y a des contraintes on ne peut pas transférer facilement ce qu'on utilise pour mesurer le champ de pesanteur à bord des navires ou à bord d'un avion, puisque ce sont des instruments qui doivent mesurer, en fait, c'est des systèmes de ressorts qui permettent de mesurer en fait l'élongation d'un ressort et de ce fait, ils doivent être parfaitement à la verticale. Et donc, vous imaginez que sur un AUV, ce n'est pas simple. À bord des navires, on a tout ça installé sur des tables stabilisatrices pilotées par des gyros qui nous permettent de garder le capteur dans l'axe de la verticale, donc de l'accélération de pesanteur. Et à bord d'un AUV, c'est pas facile à faire. C'est des choses qui sont grandes, qui consomment beaucoup d'énergie. Et donc, du coup, on a fait un choix complètement différent pour essayer de développer vraiment un nouveau capteur pour ce type de porteur. Donc voilà, le capteur, il est là, tel qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est en fait un ensemble d'accéléromètres montés sur une plateforme fixe qui est donc couplé actuellement à un gyro, un système d'acquisition, plus des capteurs complémentaires. Tout ça installé dans une sphère en verre qui est actuellement capable de supporter des pressions jusqu'à environ 6000 mètres. Et donc, le capteur que vous voyez là a déjà été installé sur les AUV de la flotte océanographique française, les deux AUV 3000 mètres, donc Astérix et Idefix. Donc, ce capteur, donc, il mesure toutes les accélérations, donc à la fois les accélérations donc, de la pesanteur, plus les accélérations qui sont donc les accélérateurs de l'engin porteur. Donc, en termes de questions scientifiques, qu'est-ce que ce type de capteur peut apporter en fait à la communauté scientifique et à l'industrie? Bon, en termes de recherche fondamentale, on a tous vu ces dernières années que le développement des robots sous-marins comme les AUV ou des ROV ont permis vraiment un changement d'échelle. Et donc, en termes de travail de géologie, on a maintenant des données de bathymétrie qui sont d'une très haute résolution, 1 mètre, voire quelques dizaines de centimètres si on utilise un ROV. On a aussi porté sur ce type d'engin, en termes de géophysique, des capteurs magnétiques qui permettent de mesurer des variations d'alimentation des roches. Et donc, ça nous donne des informations sur l'altération, sur les processus d'aimantation de ces roches. On a obtenu aussi des vidéos et des images de fond, ce qui nous permet de faire une vraie géologie de terrain au fond des océans, et ça, c'est quelque chose de relativement récent, et un capteur gravimétrique pour accompagner toute cette panoplie d'outils manqués à l'appel. Et donc, c'était vraiment nécessaire de commencer à se pencher sur ce développement-là. Alors, qu'est-ce qui peut nous apporter un capteur gravimétrique? Eh bien, des informations sur les variations de la densité des roches en subsurface, et donc sur les processus d'altération de ces roches, sur l'estimation des volumes des minéralisations associées, par exemple, à des gisements hydrothermaux, sur la structure fine de la croûte. Pourquoi tout ça? Eh bien, parce que tout simplement, comme pour le magnétisme, on peut se rapprocher de la source du signal gravimétrique et donc avoir une bien meilleure résolution et voir donc des structures qui sont beaucoup plus fines ou qui ont un signal beaucoup plus faible. Donc, aussi en termes de recherche fondamentale, ça nous permet d'améliorer la détermination du champ de pesanteur terrestre parce qu'on peut avoir, en tout cas localement, du signal à plus haute fréquence, mais aussi on peut espérer avec des AUV vous approcher dans cette lame d'eau qui est très, très faible et donc avoir une meilleure transition entre les mesures du champ de pesanteur sur la Terre et de mesure du champ de pesanteur en mer. Et donc, il y a l'éternel problème de la transition terre-mer en gravimétrie qui est pas facile à résoudre. Donc, des contraintes sur le géoïde terrestre et aussi des variations temporelles du champ
notamment, et ça dans le cadre de la recherche appliquée, l'exploration et le contrôle des exploitations pétrolières et gazières, et aussi ce qui est en train d'être développé plus récemment en termes de gravimétrie, mais en gravimétrie statique sous-marine, c'est le suivi des sites d'injection de CO2. Et il y a aussi des apports qui peuvent intéresser en fait la défense pour l'amélioration des cartes de navigation et correction des dérives des centrales immersibles. Donc, c'est un projet qui a débuté il y a très longtemps, puisqu'il a débuté en 1999 avec la construction par Henri Duquesne d'un premier prototype que vous voyez ici, le prototype Limogé, qui en fait était donc dans l'idée de pouvoir développer un capteur mobile léger avec 3 accéléromètres montés en triade qui mesurent l'ensemble des perturbations, plus 4 antennes GPS qui permettent de positionner l'attitude et mesurer les accélérations du prototype. Donc, ils avaient aussi un enceinte thermique et une conversion analogique et numérique. Et donc, depuis cette période, donc depuis 1999, cet outil a fait objet de recherche, toujours dans le cadre de l'école supérieure des géomètres et topographes du Mans, avec différents projets, donc un mémoire de DEA qui a fait les premiers développements méthodologiques pour traiter les mesures qu'on obtient, avec l'équation des observations, le calcul du bras de levier, donc la distance entre le point où on positionne l'engin et l'endroit où on mesure G, et l'utilisation des filtres de Kalman qui nous permettent en fait d'intégrer les mesures et de les filtrer et de déduire en fait l'accélération de la pesanteur de tout ça. Ensuite, on a eu une thèse donc en 2008 par Bertrand Saint-Jean qui a amélioré donc ces développements méthodologiques et fait développer les premières équations pour l'estimation donc du champ de pesanteur. Il a développé aussi une méthodologie d'étalonnage des accéléromètres et a fait les premières campagnes d'essais à terre et en mer, mais il n'a pas eu le temps de traiter les données et donc on est resté sur des tests sur des valeurs prédites de modèles et donc on n'a pas pu tester vraiment à l'époque le traitement de la mesure elle-même. Et donc c'est là que j'ai rejoint le projet, parce qu'en fait, j'étais dans le jury de la thèse de Bertrand, que je connaissais de son DEA, et je me suis dit que si on pouvait porter ce type de méthodologie et de capteur sur un AUV, ça serait quelque chose à essayer. Et donc, on a mis du temps à trouver le financement pour monter le prototype. On a pu le faire grâce au soutien du CPER Région Bretagne, qui nous a permis d'acquérir notamment les 6 accéléromètres qu'il nous fallait, puisqu'on a décidé d'ajouter une deuxième triade pour doubler en fait les mesures d'accélération. Il faut savoir que ce sont les accéléromètres les plus performants du marché, c'est des Honeywell. Ce sont des accéléromètres qui coûtent très cher, parce qu'à l'unité, ça coûte 10 000 €. Donc, on a déjà, que pour les accéléros, on a déjà un budget de 60 000 €, plus l'électronique d'acquisition, les capteurs auxiliaires, les sphères en verre, et le fait qu'il ne nous restait pas d'argent pour acheter une enceinte pour le thermostater. Et donc, on a fait le pari que, au fond, la température de l'eau ne bouge pas beaucoup. Et donc, du coup, on s'est dit, on va déjà tester comme ça et ensuite, on verra si c'est nécessaire de rajouter une enceinte thermostatée. Et donc, on va voir que finalement, une des conclusions, c'est qu'il faut quand même qu'on investisse de l'argent pour le faire. Pour l'instant, je vais vous présenter donc les premiers résultats de ce projet sans enceinte thermostatée. Donc, en 2016, on a fait l'intégration du capteur sur les AUV en fait, de la flotte océanographique, donc Astérix et Idéfix, les 3000 mètres. Et on a eu, grâce au soutien de la CNFC, notre première campagne d'essai en Méditerranée, Gravimob. Donc, à l'époque, on avait aussi une thèse qui était en cours, qui avait commencé en 2014, financée par la DGA. Et lors donc, de cette thèse, on a pu faire des nouveaux développements méthodologiques, notamment pour pouvoir prendre en compte le positionnement des engins sous-marins, parce qu'on ne peut pas mettre une antenne GPS à bord d'un AUV, ça ne marche pas.
Et donc, il fallait utiliser les données donc, de navigation de l'AUV. Donc, il y a eu tout un développement méthodologique qui était donc le cadre de la thèse de Clément. Et à la fin, il a pu faire quelques tests sur donc 2 profils qui ont été obtenus lors de notre première campagne d'essai. Il a soutenu sa thèse en 2017, donc il n'a pas eu le temps de traiter toutes les données de la campagne. Donc, dans cette phase, on a eu plusieurs sources de financement, divers et variés. C'est très compliqué de faire un développement instrumental en France quand on part vraiment du 0-0 parce que c'est difficile de trouver les financements. Donc, on a grappillé de l'argent un peu à droite et à gauche pour pouvoir arriver à ce stade-là. Donc là, je vous montre en fait l'essai de calibration d'Astérix en fait qui est fait en hangar. Donc le capteur, il est monté dans le nez de l'AUV. Donc voilà. Et il faut qu'on tourne l'AUV dans tous les sens, de tous ces degrés de liberté pour pouvoir calibrer en fait les accéléromètres et pouvoir corriger en fait les mesures d'attitude de l'engin. Donc, on a eu cette campagne avec 7 jours de mer et 7 plongées à UV, ce qui nous a permis d'acquérir énormément de données qui nous ont été fort utiles pour la suite. Donc, ensuite, il y a eu une période un peu longue parce qu'on n'avait pas de financement pour traiter toutes les données de la mission. On n'avait pas réussi à avoir une deuxième thèse et on n'avait pas réussi à avoir un postdoctorant. On a quand même déposé un deuxième projet de campagne pour tester des modifications dans le capteur qui avaient été suggérées par les résultats des premiers traitements de la thèse de Clément Roussel. Et on a eu notamment un stage ingénieur qui nous a permis en fait de calibrer les accéléromètres en fonction des variations de température. Et donc ça, c'était effectivement très important à faire. Et on a donc, la campagne d'essai était un désastre parce qu'on a eu 3 jours de mer, 3 jours de météo absolument exécrable. On n'a quasiment pas pu mettre la UV à l'eau et quand on a pu mettre la UV à l'eau, on n'a pas pu vraiment mesurer. Mais on a pu développer une nouvelle procédure de calibration avec la nouvelle géométrie des triades qui avait été suggérée par les résultats de la thèse de Clément. En 2022, on a publié le premier article avec cette méthodologie et les résultats en fait de ce premier traitement donc de la thèse de Clément Roussel, que je vous montre ici brièvement. Donc, Gravimob, elle était donc, il y avait 2 legs. Un premier leg au large de Toulon où on a fait 2 profils en zone profonde. Ce sont ces profils-là que Clément a pu traiter lors de sa thèse. Et ensuite, on était obligé de nous déplacer de cette zone vers une zone côtière pour le deuxième leg. Et vous voyez que ces profils-là, ce sont des profils qui ont été faits au-dessus des canyons, beaucoup plus compliqués au niveau de la navigation de l'AUV et qu'on a traités récemment grâce au financement qu'on a obtenu de Carnot. Donc, le choix de ces profils était contraint par l'existence de données gravimétriques de surface qui nous ont servi en fait à faire une première validation des données acquises au fond. Et ici, ce sont donc 2 profils déjà traités, obtenus avec le capteur Gravimob le long de ce profil. Donc, un profil aller et un profil retour. Et ça nous permet d'étudier la cohérence interne, en fait, du capteur, alors que les données de surface nous permettent de tester la cohérence externe, c'est-à-dire avec un autre jeu de données sur la même zone. Et donc, ici, vous voyez en fait les écarts entre les profils du CHOM de surface et les profils Gravimob. Et donc, ça nous permet de donner, en fait, vous voyez qu'il y a un écart significatif, mais ça nous permet de donner une première évaluation de ce qu'on peut mesurer après les corrections des accélérations de l'engin et correction des mesures donc avec notre capteur. Donc, on est entre 1 et 3,5 milligales pour le premier prototype, premier test, sans calibration de température, ce qui n'est pas mauvais du tout. Ensuite, donc, on est parti donc, du constat, on a passé longtemps sans pouvoir continuer à traiter ces données parce qu'on n'avait pas une personne dédiée à ce travail. Il y avait aussi l'arrivée du nouvel AUV, ELIX, et on se pensait qu'il fallait quand même essayer de porter ce capteur sur le nouvel AUV. Et c'est là, en fait, qu'on a vu passer les appels d'offres de Carnot
Donc, on a répondu en 2020 et bon, on n'a pas eu le financement. Mais à cette époque, on avait été contacté par XBlue qui était très intéressé en fait dans nos développements. Donc, on a eu un contact. Donc, bon, ils ne pouvaient pas financer ni nous prêter du matériel pour faire des tests. Mais ils étaient très intéressés par nos données, donc on leur a filé nos données donc de Gravimob et depuis en fait on n'a plus entendu parler de ce projet. Mais ça fait rien. En 2021, il y a eu un deuxième appel d'offres de Carnot auquel on a répondu. Et là, cette fois-ci, on a eu le bonheur d'avoir été financé par un montant de 74,5 kilo-euros. Et aussi, on a été sélectionné par l'AP détection et valorisation de l'EUM. Donc, on est très content parce que ça nous a permis de recruter un CDD ingénieur pour 18 mois, donc au début de son contrat septembre 2022. Donc, c'est quelqu'un qui venait de l'aérogravimétrie, donc de la gravie mobile, avec une vision complètement différente de la nôtre, des marins. Et ça nous a apporté énormément et ça a permis de développer une nouvelle méthodologie de traitement beaucoup plus performante que celle qu'on avait avant. Et ça nous a permis de traiter en fait l'ensemble des données de Gravimob 16. Malheureusement, on n'a pas pu faire la deuxième partie du projet qui était le portage de ce capteur sur Ulix parce qu'Ulix lui-même a pris beaucoup de retard à cause des problèmes de Covid et tous les problèmes instrumentaux qui sont liés au fait qu'on développe un vecteur qui est très novateur. Et donc, ce côté-là, on n'a pas fait. On s'est dit, on fera ça plus tard. Bon, pour l'instant, on va améliorer notre capteur et notre méthodologie de traitement. Et donc, on a pu faire ça en utilisant en fait une procédure qui est classiquement utilisée en gravimétrie aérienne. C'est-à-dire, au lieu de faire un prolongement vers le haut, on fait un prolongement vers le bas. Donc, c'est-à-dire, on prend les données de surface, on les ramène en fait au niveau des mesures AUV. Et on a pu aussi intégrer des données, des modèles du champ de pesanteur globaux qui existent. Et ça nous a permis de réduire les écarts résiduels et d'améliorer considérablement la restitution de nos valeurs de vecteurs accélération de la gravité. Donc, en fait, ça, c'est pour montrer. Donc, on a pris toutes les données gravimétriques de surface qu'on avait dans la zone, créé une carte et cette grille, on l'a prolongée vers le bas. Donc, en prenant en compte, évidemment, les valeurs de densité de l'eau de mer. Donc, c'est un peu plus complexe que quand on fait en aérogravimétrie et qu'on ramène dans la colonne d'air vers le niveau de l'avion vers la surface. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais notre collègue Jing Tuan Vu a bien développé cette méthodologie très performante. Donc, pour vous donner une idée, ça, ce sont les profils qu'on mesure. Ça, c'est ce qu'on mesure avec l'AUV. Donc, c'est très bruité, c'est vraiment quelque chose, vous dites tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va faire avec ces données-là? Eh bien, on arrive à faire beaucoup de choses. Donc, ici, ce sont le profil 8 et 9, donc c'est la croix dans la zone au large de Toulon, et 25-26, ce sont les deux plus longs profils qu'on a mesurés dans la zone des canyons au nord. On pensait que ces profils étaient absolument inexploitables à cause des problèmes de navigation. Eh bien, on a quand même réussi à tirer quelques renseignements. Et donc, ici, en rouge, c'est les données de surface prolongées vers le bas, donc au niveau de l'immersion de l'AUV. Là, on est à 1900 mètres. Et là, on est à une distance un peu en profondeur moindre, puisqu'on est dans une zone moins profonde près des canyons. Ensuite, on s'est intéressé aussi au problème de calibration de température, parce qu'on voyait bien que la température, au fond, elle est stable, mais elle n'est pas si stable que ça. Et surtout, le capteur, quand il vient de la surface et qu'il va vers le fond, eh ben, il met un temps très, très long à stabiliser. Ici, c'est donc une courbe de température pour le profil 8 et le profil 9, donc les deux couples aller-retour. Donc, on voyait que quand le capteur vient de la surface, il met un certain temps à commencer à se stabiliser au fond. Et quand on est dans des zones moins profondes où les variations de température sont plus importantes, on met encore plus de temps entre le profil 25 et le profil 26. C'est aussi un couple aller-retour. Et là, on voit qu'il y a effectivement des problèmes de température. Donc, on a commencé à appliquer les corrections de température qu'on a faites grâce aux manips en chambre thermostatée et qu'on avait fait avant donc le projet Carnot. Et on améliore un tout petit peu
la cohérence en fait de nos profils avec les données prolongées vers le bas. Et donc, ce qu'on a ici, c'est un résumé en fait avec la gravité moyenne pour chaque couple de profils entre les bleus sont les points sans les corrections de température et les oranges sont les points avec correction de température. Et donc, on voit que le fait de corriger la température réduit considérablement les écarts avec déjà à l'intérieur des profils aller-retour et permet aussi d'améliorer les écarts par rapport aux mesures de surface, prolongées vers le bas. Et pour finir, ici, c'est une carte. Alors, une carte avec deux profils, c'est toujours un peu tricky, mais c'est pour montrer la possibilité que ce capteur il nous donne. Donc ici, on a le modèle global. Donc, on voit bien qu'on a prolongé à la profondeur de 1900 mètres. Donc, on voit bien qu'on a en fait un signal qui est très lisse, ce qui est normal parce que ce modèle-là ne contient pas des hautes fréquences. Ici, ce sont les données de surface prolongées vers le bas, donc à 1900 mètres. Donc, on voit qu'on a effectivement une résolution importante des structures. Et ici, c'est l'apport qui nous font les deux profils Gravimob. Donc, on voit qu'il faut vraiment lire ça uniquement au niveau de la localisation des profils, mais on commence à résoudre en fait d'une signal à plus haute fréquence ici. On voit que donc notre anomalie ici, elle est scindée en deux. Ici, c'est les différences entre les deux. Donc, ça montre le potentiel de ce capteur qui est d'apporter, quand on s'approche des sources, une bien meilleure résolution de notre signal, et ce, malgré le fait qu'il n'est pas encore stabilisé en température et que même avec les corrections, on sait qu'il y a des problèmes résiduels et qu'il faut, il faut vraiment arriver à thermostater ce capteur. Donc, en termes de conclusion, dans cette étape, je dirais qu'on a effectivement un très fort gradient lié à la température, et ce malgré le fait que la température est relativement stable au fond. On a plusieurs heures nécessaires à la stabilisation de température. On essaye de réfléchir à comment faire. Par exemple, en surface, on peut essayer de le mettre dans une chambre froide pour essayer de ne pas le chauffer trop et réduire ce temps-là. Et pour obtenir des anomalies à environ 1 millégal, ce qui est notre objectif, il faut vraiment thermostater ce capteur. On a aussi besoin d'améliorer un peu les précisions des paramètres de navigation de l'AUV. Lors de la campagne d'essai, on avait 1 à 2,5 mètres pour la navigation et 0,3 mètres pour l'orientation. Ça, ce n'est pas assez. Ça introduit beaucoup de problèmes, d'erreurs, de correction des accélérations du mobile. Et il faut donc de nouvelles pistes. Alors, il y a eu des tests qui ont été faits avec le système SPER LBL d'Exile qui améliore considérablement donc cette résolution. Et c'est ce qu'on compte tester en fait lors de la prochaine campagne Gravitix qu'on a donc déposé. On vient de déposer à l'appel de la CNFH dans la zone de la dorsale médio-atlantique au niveau de Lucky Strike, où on a l'avantage d'avoir beaucoup de données, donc des données bathymétriques haute résolution et des données de géologie qui sont assez importantes. Et surtout, on a des données gravimétriques fond de mer. Donc, ce sont les points qui sont marqués ici. Et donc là, on peut effectivement tester une calibration externe, enfin, une validation externe de notre capteur, et ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent parce que les données de surface ne contiennent pas des hautes fréquences. Donc, on ne pouvait pas faire aussi bien qu'avec des données fond de mer. Et donc ça, je vous laisse avec la stratégie du projet tel qu'il a été conçu. Donc, on va déployer ces balises qui ont été testées. Donc, ce sont les points rouges marqués ici. Donc, on va faire plusieurs déploiements de ces balises pour essayer d'améliorer donc la navigation de l'AUV et faire plusieurs transects à 2 immersions différentes au-dessus, notamment des zones où on a des données gravifond de mer et une bathymétrie et haute résolution, pour essayer de voir, en fait, de faire la validation. Sans enceinte thermostatée, ça, on verra dans une deuxième étape du projet. Voilà, merci pour votre attention. Et s'il y a des questions. Merci beaucoup, Marcia.
Merci Marcia. J'ai une question. Peut-on utiliser les mesures de gravimétrie pour la détection et l'identification d'objets enfouis? In fine, théoriquement, oui. Hein. C'est tout objet qui a un contraste de densité entre le fond, par exemple le sable, et quelque chose qui est plus dense ou moins dense, va donner un signal gravimétrique. Après, la question, et le fait de rapprocher des sources, c'est effectivement, c'est ça là où on gagne. On gagne en finesse, c'est-à-dire on peut mesurer des signaux qui sont très petits en termes de longueur d'onde. Donc, on peut théoriquement détecter des variations qui sont très, très courtes, enfin des choses qui sont vraiment petites en échelle latérale, et aussi des contrastes de densité plus faibles, donc des choses plus subtiles, disons. Avec Gravimob, on n'est pour l'instant pas encore là. Il faut vraiment qu'on puisse améliorer et la navigation pour mieux corriger les accélérations liées à l'engin et surtout, je pense, thermostater le capteur. Donc, pour arriver au stade des objets enfouis, oui, on pourra à l'avenir. Et je pense que d'ailleurs, pour ça, peut-être mieux qu'un AUV, si c'est vraiment des tout petites structures, le meilleur porteur serait un ROV, probablement, qui est plus proche du fond et qui se déplace plus lentement, quoi. Ok, merci. D'autres questions? Non, moi, j'en ai une. Quels sont, on va dire, les avantages apportés notamment par la gravimétrie pour la détection d'objets enfouis par rapport, on va dire, aux autres techniques? Enfin, je pense notamment aux sondeurs de sédiments, ou alors notamment une approche avec la perturbation du champ électrique, par exemple. Bah, pour ce qui est, la densité, c'est un autre paramètre encore. Hein. Par rapport à un sondeur de sédiments, je pense qu'on serait assez proche parce que c'est des variations, c'est des contrastes en fait de vitesse, hein. Mais et la densité et la vitesse sont assez proches. Mais la gravimétrie, elle permet aussi d'estimer une variation de masse absolue. Donc, on peut avoir d'autres renseignements. Par exemple, si on est en train de s'intéresser je sais pas, des minéralisations ou un réservoir un peu poreux, ça nous permet d'avoir donc des informations sur la masse totale, quoi. C'est surtout aussi une méthode qui peut être utilisée de manière conjointe avec d'autres méthodes. Hein. On fait ça en gravimétrie quand on fait des inversions conjointes avec, par exemple, la résistivité. On est en train de développer ça avec Pascal Taritz à terre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être aussi fait en mer. Ce sont des paramètres qui sont physiques, qui sont donc différents. Et le fait d'avoir un paramètre en plus, quand on utilise avec d'autres paramètres physiques qu'on connaît, comme le magnétisme ou la résistivité ou les vitesses, ça nous permet d'avoir des renseignements complémentaires. Donc, je pense que peut-être pas réfléchir en termes de ça permet d'imager quelque chose de plus fin ou on va imager un paramètre différent qui est complémentaire en fait, et donc mettant toutes ces techniques ensemble, je pense que qu'on gagne en amélioration de notre image de la subsurface. En tout cas, merci à Rana et merci beaucoup Marcia également pour donc vos présentations.